Madame, monsieur, en route pour un voyage qui dépote, croyez-moi. Et oui, cette semaine, on va ratisser large avec un tour du monde 100% végétal. Les jardins sont à l'honneur. Alors, quelles sont les innovations en matière de jardinage? Combien de temps y consacrent nos voisins? Où se trouvent les plus beaux coins de verdure? Bref, qui sont les rois du sécateur dans les autres pays? C'est ce que nous verrons avec nos correspondants du jour. Et, vous le savez, en raison du décalage horaire, avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été bien entendu enregistrée. Alors, pour vous cultiver, ce matin, voici la fine fleur du journalisme, Valérie Lerouge, qui nous attend en Belgique. Sandrine Mercier, notre correspondante en Espagne. Sylvain Le Petit, qui lui nous retrouvera aux Émirats Arabes Unis. Et enfin, Claude Deschênes, qui nous donne rendez-vous au Canada. Alors, allons voir si l'herbe est plus verte chez le voisin. Pour la première étape, direction Bruxelles, où le jardinage est presque une seconde nature, me dit-on. Chaque mètre carré de verdure est en effet rentabilisé. Et plus que jamais, le bonheur est dans le jardinet. Bonjour Valérie, d'où vient cette passion pour les espaces verts en Belgique ? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Elle vient peut-être du ciel d'abord. Ce n'est pas qu'une légende. Le plafond nuageux est quand même souvent bas ici, l'hiver parfois un peu long. Alors c'est d'autant plus agréable de profiter de son jardin. Ça donne un peu de couleur et de gaieté. Mais surtout, ça vient de l'architecture même de Bruxelles. Dans beaucoup de quartiers ici, les maisons sont disposées en carré avec chacune derrière elles un petit jardin de 60, 80, 100 mètres carrés comme celui-ci. Alors ces espaces verts privés représentent un tiers des espaces verts de la ville de Bruxelles. Alors forcément, ça réveille un peu le jardinier qui sommeille en chacun d'entre nous. Beaucoup plantent un peu de gazon et quelques plantes vertes, comme ici, chez mes voisines. D'autres mettent un potager ou certains passent la plupart de leur temps libre pour avoir un véritable jardin botanique. Vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Loïc Verheyen et Sylvain Winans. Une capitale en apparence comme une autre, avec ses boulevards entièrement dédiés aux voitures et son million d'habitants souvent pressés. Mais Bruxelles cache bien son jeu. Derrière ses façades, d'innombrables îlots de verdure et de tranquillité. À chacun son style, très méticuleux, plus champêtre ou exotique. Les Bruxellois sont très attachés à leur jardin et sont nombreux à faire leur shopping dans ces immenses pépinières à la sortie de la ville. Tous les Belges en général déjà aiment le jardin. On est un gros pays producteur, donc au départ déjà on a ça un peu dans le sang. Les Bruxellois sont très bio aussi et ont envie de manger sainement. Donc ils commencent à retourner vers le potager. Ici, 5000 variétés de fleurs, de plantes vivaces, d'arbustes fruitiers ou conifères. C'est un peu le paradis sur terre pour Arnaud et Nicole. On a besoin de verdure parce qu'avec la grisaille du ciel et la grisaille des rues, le jardin c'est vraiment l'endroit zen qui nous ressource quand on revient du boulot tous les jours. C'est fabuleux. Le couple consacre en moyenne 150 € par mois à leur jardin qui se niche à l'arrière de la maison. Quand ils ont acheté, il n'y avait qu'un seul arbre abandonné au fond. On le préserve et on le cultive. Ici, autour de vous, vous avez 10 ans de travail. C'est un peu notre poumon vert. Une passion commune à laquelle le couple consacre la plupart de son temps libre. On pourrait croire qu'un trou, c'est facile, mais en fait, qu'est-ce qu'on trouve dans le trou? Des bons pavés bruxellois. Parce qu'il faut savoir qu'ici, avant, c'était l'exposition universelle de 1910. Et nous nous trouvons exactement sur le stand des chemins de fer. Ah, quand même. Dans cette colocation aussi, on profite bien du jardin. 10 jeunes travailleurs partagent cette maison et son précieux espace vert. Ce soir, on fait tout simplement un petit barbecue pour passer un moment entre amis et regarder le match de foot là ce soir. Car pour eux, le jardin est d'abord leur pièce de réception. Le fait d'avoir le jardin, c'est vrai que ça attire plus facilement les copains pour venir faire un barbecue ou un petit jeu dans le jardin ou même se poser. Faut que tout soit cramé, les gars. Car malgré la météo en Belgique, le barbecue est une tradition bien ancrée. Ok les gars, top! Été comme hiver. On l'a déjà sorti une fois au Nouvel An. On s'est dit, Nouvel An, on fera le dernier de l'année et aussi le premier. C'est marrant, on va le faire. La ville de Bruxelles veille précieusement à ses espaces verts, même privés. Les règles sont strictes.
Le promoteur de ces appartements, par exemple, aurait dû verdir 30% de la cour centrale, mais il a préféré cette dalle en béton et pavé. L'administration le menace d'une amende de 150 000 €. Aujourd'hui, il obtempère avec l'aide d'un architecte paysagiste. On ne peut plus rigoler, on ne peut plus faire la ville comme on l'a fait. Business as usual, c'est terminé. Il faut travailler maintenant réellement. C'est plus le design with nature, la conception avec la nature. Maintenant, c'est la conception pour la nature. Donc c'est vraiment beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Une politique qui vaut à Bruxelles d'être classée aujourd'hui parmi les capitales les plus vertes d'Europe. Valérie, est-ce vrai que le jardinage est également considéré comme une thérapie à Bruxelles ? Oui, à Anderlecht et Molenbeek, notamment 2 communes populaires de Bruxelles, on expérimente depuis 4 ans des jardins de réinsertion pour des personnes ayant des problèmes, parfois des victimes de burn-out, des handicapés mentaux, des exclus de manière générale, qui viennent travailler 4 ou 5 jours pour se redonner un nouveau cadre, une nouvelle structure et découvrir peut-être comment travailler autrement. Et est-ce que les espaces verts publics ont une part importante aussi dans la ville ? Bien sûr, 122 parcs et forêts sont gérés par Bruxelles Environnement. Alors, dans les plus connus, il y a le parc du Cinquantenaire, derrière le quartier européen, le bois de la Cambre, dans le sud de la ville. Mais il y a surtout le poumon vert de Bruxelles, la forêt de Soignes, 4300 hectares. J'ai compté, c'est tout simplement 5 fois la superficie du bois de Boulogne à Paris et plus de 10 fois Central Park à New York. Merci beaucoup Valérie. Notre voyage se poursuit en Andalousie où nous attend Sandrine Mercier. Sous la pluie, apparemment, ça s'arrose. Et pour se préserver des fortes chaleurs, il paraît que les Espagnols ont un secret, ou plutôt un jardin secret. Il s'agit du fameux patio. Bonjour Sandrine. Quelle est la spécificité de ce petit paradis fleuri ? Bonjour Laurent, bonjour à tous. C'est effectivement un petit coin de paradis avec ses couleurs, ses bonnes odeurs, le patio, comme le prononcent les Espagnols, et cette cour intérieure, souvent carrée, qui pour les Andalous est bien plus qu'un jardin. C'est une pièce de vie à ciel ouvert, un lieu de détente, de discussion où l'on peut partager ses repas. Et en Espagne, la ville qui en compte le plus, c'est Cordoue. Cette ville garde les vestiges de ses différentes invasions, les invasions romaines, byzantines, musulmanes, et en a fait un attrait touristique. On connaît sa mosquée cathédrale, la Mesquita, mais il y a aussi la route des patios, avec son concours des plus beaux patios fleuris. Ouvrez les yeux et respirez comme je l'ai fait avec Fernando Lazaro et Jean Gordillo. À Cordoue, au détour de ces ruelles, se cache un des secrets les mieux gardés des Andalous. Pour le découvrir, il suffit souvent de frapper aux portes. Venez, entrez. Bienvenue dans la famille de Meritxell. On ne voit rien de l'autre côté du mur. Mais quand on entre, on découvre ces petits jardins au beau milieu de la ville. Un écrin de verdure et de fleurs par milliers. Le patio est un jardin suspendu considéré comme le cœur des maisons populaires de Cordoue. C'est la pièce commune pour tous, un lieu d'échange, de partage. À chaque fête, chaque célébration ou pour de simples visites, on sort, on s'assoit toujours pour discuter dans le patio. Un patrimoine que Meritxell partage en famille comme à l'époque, avec sa sœur et sa maman. Une main-d'œuvre indispensable pour s'occuper de toutes ces plantes, 3 à 4 heures par jour. On a 500 fleurs et plus de 70 variétés différentes. On s'est dit qu'on allait mettre le goutte à goutte pour nous aider à arroser, mais en fait c'est impossible, car aucune fleur n'a les mêmes besoins en eau. Certaines c'est tous les jours, d'autres juste la semaine, alors on continue manuellement. Avant, chaque fleur était arrosée une par une, grâce à ses boîtes de conserve et un long bâton. Là, c'est le maximum que je puisse arroser avec la boîte de conserve. Alors, pour gagner en hauteur, les jardiniers des patios ont trouvé une astuce. Pour arroser, j'ai aussi une canne à pêche customisée, comme dit ma mère. L'eau rentre par le tuyau et avec ça, je peux arroser jusqu'au pot tout en haut. Grâce à ce mur recouvert de fleurs, Meritxell a gagné plusieurs fois le prix du plus beau patio de Cordoue. Un concours qui célèbre chaque année ces jardins verticaux devenus patrimoine culturel de l'UNESCO. Il faut se souvenir qu'au Moyen-Âge, Cordoue était la capitale du califat. C'était une des villes les plus importantes au monde. Et dans la culture musulmane, le jardin a une place à part. Il y a le rapport à l'eau avec les déserts, mais aussi l'idée que le jardin est un paradis sur terre. Des petits paradis
qui s'ouvre aux touristes et admirateurs de jolies fleurs une semaine par an. Entrez et bienvenue dans mon patio. Voici le jardin d'Éden de Raphaël, un des patios les plus primés de la ville. Peut-être aussi grâce à sa fameuse protectrice. Le principal intérêt de mon patio, c'est sa chapelle. La Vierge a une expression de douleur, mais elle est colorée et arbore une couronne de 12 fleurs de lys. Parce que nous sommes dans un patio. Et si Raphaël se fait un devoir d'ouvrir son patio au public, c'est aussi pour perpétrer la tradition. C'est certainement une des plus belles traditions au monde, où les familles les plus modestes donnaient un exemple aux riches, en leur montrant le peu qu'elles avaient, mais d'une grande beauté. Des jardins offerts comme des trésors à ceux qui osent pousser les portes. Ah, j'adore le au revoir. Sandrine, dites-nous combien il y a de jardins extraordinaires comme celui-ci dans cette si belle région? Eh bien Laurent, difficile à dire car les musulmans ont laissé un précieux patrimoine en Andalousie. Mais parmi les jardins arabo-andalous, vous connaissez très certainement celui de l'Alhambra, le palais de Grenade. Pendant cet âge d'or de la civilisation musulmane, les jardins représentaient le paradis sur terre, un monde idéal qui flattait vos 5 sens. Autre jardin célèbre et vestige de ce patrimoine, celui de l'Alcazar, encore à Cordoue, où, ça vous ne le savez peut-être pas Laurent, mais c'est dans ces jardins que les rois espagnols ont rencontré Christophe Colomb et accepté qu'il parte faire son premier voyage vers les Amériques. Donc, dernière question, Sandrine. On sait qu'en Andalousie, il fait justement très chaud. Vous avez certains parapluies, il pleut, mais la région est quand même, on le sait, quasi désertique. Il n'y a jamais eu de pénurie pour, justement, et qui pose problème pour arroser toutes ces plantes? C'est vrai Laurent, difficile à croire aujourd'hui, mais en Andalousie, plus qu'ailleurs, l'eau est rare et précieuse. Il a donc fallu du génie et la maîtrise parfaite pour arroser ces jardins hispano-mauresques. Ils ont canalisé par exemple l'eau des contreforts de la montagne à Grenade pour arroser les bassins de l'Alhambra. À Cordoue, encore une fois, ce sont les Romains cette fois-ci qui ont réalisé les canalisations souterraines. Dans chaque patio que nous avons filmé se cachait même un puits. Et il y a aussi le Guadalquivir, le grand fleuve espagnol qui passe à Séville mais aussi à Cordoue. Même si aujourd'hui il est menacé par le réchauffement climatique, comme tout le pays d'ailleurs, l'an dernier l'Espagne a vécu une sécheresse et des chaleurs historiques, donc la pluie d'aujourd'hui est plutôt bénéfique. Merci beaucoup Sandrine pour ces jolis coins de paradis et bien sûr contre votre joli petit coin de parapluie. Allez, il est temps de faire une pause numérique avec Julia Livage qui vient de nous rejoindre. Alors on le sait sur Internet, toutes les activités sont présentées et parmi les branches de l'arborescence, pourrait-on dire, on peut dire justement que le jardinage, lui, occupe le terrain, Julia, non? Exactement. Vous tapez le mot jardinage dans Google et c'est pas moins de 46 millions de résultats qui vont s'afficher et nous orienter vers des blogs, des forums, des sites de e-commerce ou des associations. Alors qu'ils aient un domaine, un jardin, un bac sur un balcon, il y a une énorme communauté virtuelle qui est très active. Et sur le web, c'est l'aspect participatif qui est le plus intéressant. C'est-à-dire que vous avez vraiment des jardiniers aguerris qui sont ravis de prodiguer leurs conseils sur des forums comme celui-ci. Par exemple, une interrogation, une question est formulée et c'est toute une communauté qui va se mobiliser pour y répondre. Alors pour les jardiniers aguerris, ok. Et pour les jardiniers en herbe, vous avez des sites à nous conseiller? Des petites pépites vertes. Alors celle-ci d'abord, aujardin.info, une véritable encyclopédie botanique. Elle comporte des centaines de fiches. À votre disposition, vous avez les semis, les plantations, mais aussi les phases lunaires, un vrai planning, les cultures mois par mois. Des conseils, c'est vraiment un des sites les plus référencés et les plus documentés. Vous avez également des chaînes sur YouTube, même si effectivement une démonstration visuelle est toujours le mieux. Sur cette chaîne qui s'appelle Rustica, vous avez plus de 800 vidéos qui sont limpides, de tutos, comme on appelle ça, très présents sur Internet et qui vont vous documenter sur extrêmement tout ce que vous allez pouvoir avoir besoin de trouver sur le web. Une autre chaîne autour du potager, aussi simple que ça. Vous pouvez consulter cette chaîne pour planter, pour semer, pour récolter. Vous avez toutes les dates et toutes les indications. Vous avez également une appli, l'appli de votre jardin, un peu le jardin connecté, qui va suivre en fonction de vos plantations l'évolution de vos jardins, puis peut-être vous rappeler à l'ordre, vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut planter en tout cas, ou ce qu'il faut arroser. On va terminer avec la faune et la flore, parce que les initiatives sur Internet, c'est également témoigner de l'observation de ce qu'on va en faire. Ces deux sites que je vous ai choisis, c'est des sites qui vont vous aider à être un promeneur actif. Un promeneur qui va regarder ce qui se passe autour de lui quand vous êtes dans les jardins et dans les forêts. Alors, vous avez d'abord l'Observatoire de la biodiversité des jardins. Vous prenez en photo les papillons,
Vous envoyez la photo sur le site internet pour pouvoir les recenser et suivre leur évolution. Et puis vous avez l'appli PAN qui va vous documenter sur tous les jardins, les forêts, tout ce qu'il y a autour de vous grâce à cette appli. J'aime bien les 2 dernières applis. Merci beaucoup, Julia, pour les infos. Allez, pour la prochaine escale, nous filons à Dubaï, plus connu pour ses gratte-ciel, c'est vrai, que pour ses espaces verts. Et pourtant, même lorsqu'il s'agit de jardinage, les Émirats ont la folie des grandeurs. Bonjour, Sylvain. Alors comme ça, certains pays du Golfe auraient la main verte. Plutôt surprenant quand même en plein désert, non ? Bonjour Laurent, en effet quand on parle de jardinage, on ne pense pas aux pays du Golfe, connus pour être parmi les plus arides de la planète. Et pourtant, avec le développement des nouvelles technologies comme le dessalement de l'eau de mer ou les climatisations contrôlées par ordinateur, les Émiriens peuvent faire pousser tout ce qu'ils veulent dans le désert, même des forêts tropicales. C'est ce que vous allez voir avec le reportage de Miyuk Tidrose. Voilà à quoi ressemble la nature à l'état sauvage dans le Golfe. Mais avec l'argent du pétrole, le désert a laissé la place aux immeubles et aux espaces verts. Dubaï compte pas moins d'une dizaine de terrains de golf et même une forêt tropicale. Dans cet immeuble de 4 étages, spécialement construit pour accueillir 3000 plantes et espèces animales. L'eau, si précieuse ici, s'écoule en circuit fermé. Pour la plupart importés d'Amazonie, les oiseaux multicolores, toucans ou perroquets, font le bonheur des visiteurs comme cette famille d'expatriés britanniques. Oh mon Dieu! J'aime le bruit de l'eau et la verdure. Vous savez, quand vous habitez ici et qu'il fait tellement sec, ça fait du bien de voir du vert de temps en temps. Le dôme de verre forme une serre où les ingénieurs ont recréé un microclimat à la température, mais surtout au taux d'humidité égaux toute l'année. Autour de la structure et au sommet, il y a des brumisateurs qui se mettent en marche 3 fois par jour. Les animaux et les plantes de la jungle supportent très mal les changements de température. Cette structure tropicale serait la plus grande du monde. Dubaï adore collectionner les records planétaires pour attirer les touristes. La tour la plus haute, la tyrolienne la plus longue, ou plus surprenant, la plus grande structure florale, avec cette copie d'A380, visitable en hiver lorsque les températures le permettent. En été, c'est le jardin aux papillons qui bat des records. Avec plus de 15 000 de ces insectes fragiles, aux couleurs qui fascinent. Il est parti. Beaucoup d'amis m'avaient recommandé cet endroit. Pourquoi? Parce que c'est bien pour les familles. Abdel Nasser Rahal, l'ingénieur agronome en charge de l'espace végétal des papillons et donc de leur alimentation, vérifie tous les jours que leurs conditions de vie soient parfaites. Qui est en charge de cet espace? Regardez, c'est complètement inondé. Les plantes ici, prenez ce palmier royal par exemple, sont censées vivre à l'extérieur. Et pourtant ici à l'intérieur, elles sont en pleine santé parce que nous veillons à ce qu'elles aient suffisamment de lumière, qu'elles soient naturelles ou artificielles. Enfin, nous maintenons la température et le taux d'hydratation adéquat. Un équilibre à maintenir en permanence pour les papillons, même quand les températures dépassent les 50 degrés. Dernière idée de Dubaï, pour que les habitants profitent des espaces verts quand les températures rafraîchissent à la nuit tombée, la ville a développé des parcs illuminés qui mélangent végétation naturelle et plantes artificielles. Des forêts dignes des 1001 nuits. Ah, merci beaucoup Sylvain. Allez, retour chez nous à présent avec Philippe Collignon qui vient de nous rejoindre. On va voir avec lui si les Français sont férus de jardinage ou pas. Alors pour commencer, première question, est-ce qu'on aime se mettre au vert chez nous ? Bonjour Laurent, on aime se mettre au vert. 90% de personnes à posséder un petit bout de jardin attaché à son habitation. Il faut savoir que 61% possèdent un jardin, un vrai jardin, à peu près 500 mètres carrés, c'est la moyenne en France, et 31% une terrasse, un balcon, un petit rebord de fenêtre à végétaliser. Alors, les raisons de cet engouement, c'est quoi? Certainement posséder un petit coin de paradis et de sécurité. Et puis, crise oblige, les Français préfèrent investir dans la rénovation de leur habitat ou tout simplement valoriser leur petit lopin de terre. Et qui jardine alors aujourd'hui ? Eh bien, heureusement, tout le monde jardine. C'est un public qui a beaucoup rajeuni. Les 15 dernières années, c'était plutôt des retraités ou des actifs à la campagne. Aujourd'hui, c'est la jardinomania.
c'est un couple avec enfant qui préfère avoir une petite tomate apéritif et un petit bout de basilic sur son balcon. Et voilà le portrait robot du jardinier. On les comprend. Ouais. Alors, les amateurs de jardinage, effectivement, ont changé. J'imagine que le marché s'est adapté. Un secteur florissant. En 2017, vraiment une hausse en moyenne de 2%. C'est énorme pour le jardin. Toutes les familles en ont profité. Hein. Les végétaux d'extérieur. La motoculture, pas trop. Ça chute depuis des années. Hein. Les gros tracteurs, on ne les utilise pas. Alors, le début de 2018, en revanche, a été moins performant. Vous avez vu que la météo n'était pas extraordinaire terrible, hein, ouais. et que le jardin est vraiment dépendant de la météo. Par exemple, en 2017, il a fait plutôt sec. Alors, tout ce qui est outils de taille, de coupe, ont plutôt chuté. En revanche, l'arrosage et la piscine ont vraiment fait un bond, plus 23%. Et quels sont les secteurs qui remportent alors la palme verte ? Alors, en progression de 4% en 2017, ce sont les végétaux d'extérieur, surtout dû peut-être à une compacité, des nouvelles variétés, une floribondité beaucoup plus longue. Donc, c'est les urbains qui achètent de plus en plus de végétaux d'extérieur pour verdir leur rebord de fenêtre ou leur terrasse. En seconde position, ce sont les agrès et les piscines qui remportent aussi la palme, avec une nette préférence pour tout ce qui est le bois, le retour au naturel. Et en troisième position, ce sont les outils motorisés, avec éventuellement les tondeuses robots qui cartonnent. Et alors, en résumé, qui se partagent la part du gâteau ? Plus de 8 milliards de chiffre d'affaires à se partager, alors ce n'est pas rien. Alors, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Non, mais le marché du jardin, c'est énorme. Alors, quand on jardine vraiment, que le temps est au beau fixe, ce sont les jardineries qui prennent la grosse part du gâteau devant les grandes surfaces. Mais aujourd'hui, avec la percée du web, le web prend 16% d'augmentation chaque année, c'est énorme, et représente à peu près 3% du marché global. Alors, vous qui connaissez tout ça par cœur, qui avez un œil sur les tendances, à la mode, est-ce que vous savez à quoi ressemblera, c'est une colle, le jardin de demain ? Il ressemble déjà à aujourd'hui, c'est-à-dire un jardin sans entretien, éventuellement avec des tondeuses robots, une minéralité. On amène beaucoup de paillage dans le jardin, des végétaux sans entretien, comme par exemple les graminées qui sont vraiment à l'honneur. Donc ça, c'est la première tendance. On misera aussi beaucoup sur la récup et le recyclage. C'est déjà une tendance qu'on voit depuis des années, mais c'est vraiment, on est à fond sur la récup et le jardinage. Et puis, une grande progression du potager. Pourquoi ? Parce que les gens veulent contrôler de la graine à l'assiette ce qu'ils mangent. Donc ça, le potager, c'est vraiment tendance. Et puis, cultiver soi-même ses tomates, un petit peu comme dans Starmania, ça sera certainement une jolie réalité. Et puis, dernière tendance, c'est vraiment on va freiner sur les produits phytosanitaires qui sont dangereux. À l'aube de 2019, eh bien, il va y avoir certains produits qui vont être supprimés du commerce. C'est bien pour le jardin et c'est bien pour nous, les hommes. Et vous savez, Philippe, depuis quand ce boom pour le jardinage et justement le marché du jardinage ? C'est depuis les 35 heures et la semaine à 4 jours. Et puis le retour au vert, on veut vraiment retrouver ses vraies racines. Super, merci beaucoup Philippe. Allez, pour la dernière destination, nous partons tout de suite au Québec où le béton a fait place au gazon. Bah oui, transformer la voie publique en oasis de verdure, c'est l'initiative mise en place par la ville de Montréal, pas n'importe laquelle. Bonjour Claude, comment ça va ? Ce mouvement compte de plus en plus d'adeptes, je crois. Comment est née finalement cette idée, cette très belle idée ? Bonjour Laurent, oui, cette belle idée, c'est le verdissement de la ruelle. Et on le doit beaucoup aux citoyens et à ce mouvement vert là, dont on parle depuis le début de l'émission. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je vous parle de la ruelle. Hein. La ruelle à Montréal, c'est emblématique au même titre que les escaliers extérieurs et les façades en briques d'argile. Elle a fait son apparition en 1850 à la faveur d'un boom démographique. Hein, la population augmentait et les architectes anglais qui concevaient les nouveaux quartiers se sont inspirés de la tradition britannique. Alors, exit la porte cochère, on construit les résidences vraiment collées les unes aux autres et pour avoir accès à la cour arrière, eh bien, on aménage une voie de desserte à l'arrière des habitations. Alors, dès lors, les enfants, les chats aussi en font leur lieu de jeu. Mais c'est quand même pas un Éden. Hein? La ruelle a souvent été associée à un endroit pas sécuritaire et surtout souvent pas très propre. Ça, c'est jusqu'à ce que les Montréalais, au début des années 2000, prennent en main l'extension de leur cour, finalement. Et ça donne ce phénomène des ruelles vertes qui fait l'objet de mon reportage que j'ai préparé avec Carl Boulanger et François Laflamme. Dans la ville du frère Marie-Victorin, fondateur du Jardin botanique de Montréal, les citoyens cultivent une véritable passion pour l'horticulture. C'est généralement après la 3e semaine de mai, une fois passé le congé de la fête de la reine Victoria,
qu'ils peuvent s'y mettre, le risque de gel étant enfin écarté. Pas surprenant qu'en ce samedi 26 mai, malgré la pluie, il y ait foule au parc Rosemont, 853, où l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie fait sa distribution gratuite de fleurs et de fines herbes. L'administration du maire François-William Croteau encourage aussi le verdissement des ruelles. Depuis 2011, près de 6 000 mètres carrés d'asphalte ont été enlevés et remplacés par environ 30 000 plantes et arbustes. 118 des 400 ruelles de l'arrondissement sont maintenant vertes. C'est 10 000 par projet de ruelle qu'on offre aux citoyens essentiellement pour les coûts d'excavation, la terre, les fleurs. Mais pour le reste, la planification, la mobilisation, l'entretien, la plantation, tout le travail, c'est fait par les citoyens. Avec ses voisins, André Malaquette a contribué à transformer la sienne il y a 4 ans. Ici, c'est une piste de course. Les gens empruntaient les ruelles pour se rendre au dépanneur à l'autre coin. C'était vraiment pas sécuritaire pour les enfants. Fait que nous, on a initié ça ici avec la tonnelle, avec un sentier de pétanque qui longe ça. Puis écoute, depuis qu'on a fait ça, ça amène vraiment un esprit de, comme je le disais, de convivialité. C'est un bel exercice démocratique. Les citoyens, entre eux, se mobilisent, se consultent, échangent, négocient. Et à la fin, en viennent à un consensus, à des compromis et aménagent selon la volonté populaire de leurs voisins. Sur le plan environnemental, la ruelle verte permet de réduire la minéralisation des sols, améliorer la rétention des eaux de pluie, augmenter la canopée et la qualité de l'air et réduire les îlots de chaleur. L'été, dans des périodes très, très chaudes, quand on passe du stationnement à l'îlot de verdure, ici, on sent vraiment la bouffée de fraîcheur qui est apportée par les végétaux. David-Alexandre Boutin n'est pas peu fier de sa ruelle. Ses recherches dans le cadastre de la ville ont permis de découvrir que le terrain vague de 2000 m² attenant au jardin communautaire dont il est membre était en fait une ruelle. On a pu utiliser le statut de ruelle pour nous accrocher au programme de ruelle verte de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Donc ça veut dire ici qu'on a planté 150 fruitiers. On a un champ de maïs qui va être semé cette semaine. Donc c'est libre service pour tous, accès illimité aux citoyens du secteur. Dans ce secteur de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, la ruelle comestible Basile Patnaud a d'abord et avant tout eu une portée sociale. C'est certain que d'avoir la présence d'un si grand terrain vague à l'abandon depuis des années, bien, ça essaimait un peu sur l'atmosphère du coin. Mais là, on peut voir de plus en plus des citoyens ici qui ramassent les déchets plus, qui font attention à leur environnement, qui vont verdir plus leur espace. Donc, ça a vraiment un effet pollinisateur sur les attitudes du quartier. Symbole de Montréal, la ruelle n'a pas fini d'être au cœur de la vie de ses citoyens, petits et grands. Les enfants vivent dans la ruelle, jouent dans la ruelle. On a des fêtes de ruelle. J'utilise pratiquement plus ma porte avant. Mon adresse est sur une avenue, mais ma vie est dans la ruelle par la porte arrière. Et Claude, ça donne quoi, ces ruelles en plein hiver, sous la neige? Bon, Laurent, je ne vous cacherai pas que les citoyens sont un petit peu moins zélés l'hiver, mais n'empêche, il y en a des irréductibles qui s'aménagent des patinoires. C'est un très, très bon endroit aussi pour faire une glissade ou des forts en neige. Et puis, cette amitié qui se développe au cours de l'été continue en hiver. On peut plus facilement se regrouper pour faire des corvées pour le déneigement parce que, encore une fois, l'arrondissement s'est dégagé de cette tâche et l'a pelleté dans la cour de ses citoyens. Donc, les citoyens doivent déneiger eux-mêmes leurs ruelles. Et dites-nous, Claude, dernière question, vous êtes où là? Vous vous trouvez où? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on aperçoit derrière vous? C'est pas une ruelle? Non, c'est pas une ruelle, c'est le jardin du château Ramsay. Alors, le château Ramsay a été fondé, créé en 1705 par Claude de Ramsay au moment où il a été nommé gouverneur de Montréal. Et lorsque sa résidence a été construite, il a fait aménager autour du château un jardin, 4000 m² de jardin. Aujourd'hui, il en reste 750 m², c'est ce que vous voyez derrière moi. Mais c'est toujours aménagé à la manière française, c'est-à-dire avec un potager, un verger, un
jardin d'agrément. Et on y retrouve des variétés. On cultive ici des hybrides de ce qu'on cultivait à l'époque de la Nouvelle-France. Alors, Laurent, si vous êtes un amateur de jardin, c'est un arrêt obligé si vous venez à Montréal. Sans oublier, bien sûr, notre fameux jardin botanique de Montréal, qui fait partie de la liste des 10 plus renommés au monde. Eh bien, écoutez, c'est promis, Claude, comme le dit Robert Charlebois, je reviendrai à Montréal. Madame, Monsieur, merci, Claude. Madame, Monsieur, notre séance de jardinage touche à sa fin. Merci à nos 4 correspondants pour cette bouffée d'oxygène. La semaine prochaine, Coupe du Monde de football oblige, le ballon rond sera bien sûr à l'honneur. Alors, quelle place occupe le football dans les autres pays? Combien y a-t-il d'inscrits dans les clubs étrangers? Qui sont les futures stars de la planète foot? Rendez-vous samedi prochain pour une émission à fond les ballons.